Alors on enchaîne avec une dernière session avant cette fameuse pause déjeuner. L'occasion de faire un petit focus beaucoup plus opérationnel. On prend un petit peu moins de recul sur les 20 dernières années et la big science ou les grands enjeux un peu collectifs et éthiques qui se posent, comme on vient d'en parler. On va s'intéresser vraiment à la bioéconomie, à l'économie concrète d'ailleurs, et notamment à celle des biotechnologies et de nos startups, dont on sait à quel point elles comptent, notamment à Génopôle et depuis de longues années. Pour ça, on va pouvoir organiser une table ronde et j'appelle pour me rejoindre ici sur scène, donc Christian Lajoux, le président de Medicène Paris Région, pôle de compétitivité, Madame Rosalie Maurice, responsable du domaine santé de la direction des filières industrielles de BPI France, et puis Christian Pierret, qui est le conseiller spécial de la présidente de France Biotech et ancien ministre de l'Industrie avec Dominique Strauss-Kahn, et donc avec également une vision intéressante sur les années écoulées. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors vous avez un micro chacun, c'est formidable. Vous pourrez vous en emparer. La question qui est donc posée, sur laquelle vous exprimez régulièrement, et c'est important de faire le point, même si ce sont des notions qu'on aborde régulièrement parce qu'elles sont stratégiques et économiquement fondamentales pour le pays et notamment pour nos jeunes start-upers, c'est celle de la croissance des start-up avec ce cas particulier des entreprises de biotechnologie. Christian Pierret, je me permets de me tourner d'abord vers vous parce que vous avez cette aura puis ce recul depuis de longues années sur ce qui a pu être initié et poursuivi au bénéfice des jeunes entreprises innovantes, par exemple, et notamment dans ce contexte, les biotechnologies. Vous, quelle est un petit peu, j'allais dire, votre vision aujourd'hui sur les startups en biotech, dans tout ce contexte qu'on a décrit? On a vu le brio, pour dire les mots, de la recherche fondamentale, notamment française, et puis on a des visions magnifiques venues des États-Unis. Et puis, il y a le passage à la réalité, celle où on veut transformer ces découvertes pour en faire finalement une production, en tout cas des produits mis sur le marché. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui en France, eh bien, nos jeunes start-upers ont tous les moyens d'exploiter, de valoriser leurs découvertes? Merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, je crois qu'en France, il faut savoir que le secteur des biotech, medtech, healthtech est vraiment en pleine évolution positive. Alors même que nous étions partis un petit peu en retard peut-être, aujourd'hui, nous représentons ici environ 300 biotech, healthtech, medtech. Nous savons que la France est en train d'avancer vraiment à grande vitesse. S'il y avait un des secteurs qu'il fallait citer comme étant un des secteurs de succès de la Startup Nation, eh bien ce sont les startups de ce domaine qui sont certainement parmi les premières. Alors pour que ça marche, il faut trouver des financements. Et pour cela, il faut peut-être, je dirais culturellement ou sociologiquement, rompre un petit peu avec l'habitude des investisseurs français. Car dans notre domaine, il faut avoir beaucoup de capital long, et savoir que le succès demandera de nombreuses années avant de se révéler. Mais aussi que le multiplicateur à la fin de la mise, comme on dit en anglais, dans cet investissement sera aussi beaucoup plus fort que dans d'autres domaines. Alors ça, ce n'est pas forcément les habitudes de l'investisseur français qui préfère investir à plus court temps, gagner un peu moins, mais prendre un peu moins de risques. Petit joueur, le français? Non, je ne dis pas ça, mais il n'est pas exactement aussi dynamique dans ce domaine que, par exemple, l'investisseur américain, qui sait attendre 12, 13, 14, 15 ans avant de voir éclore des résultats. Alors, par exemple, ça conduit à quelques petits défauts, bien que, je vais commencer par le positif, nous ayons le meilleur système mondial d'encouragement public à l'investissement dans ce domaine. On a la BPI, on a le Crédit Impôt Recherche, on a les jeunes entreprises innovantes. On a tout un dispositif qui est copié aujourd'hui à l'étranger et qu'on a mis sur pied depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Donc au début de l'histoire. Depuis la naissance du Génopôle, disons. Ouais. Mais nous avons aussi quelques difficultés dans le domaine du VC, du Venture Capital, où les parts que l'on met dans le VC en France sont plus faibles qu'ailleurs. Alors ailleurs, c'est quoi? C'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse. Mais à l'intérieur de l'UE, c'est surtout la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et par exemple, on met 7 millions, nous la part moyenne de VC en France est 7 millions d'euros. En Grande-Bretagne, elle est de 20 millions et en Suisse, 33 millions.
Ça fait une très grosse différence. Par quoi? Par projet? Par projet et par le total VC par projet. D'accord. Et donc, mais ce 7 millions, il est en croissance. Et ça, c'est un trait d'optimisme. Je suis vraiment extrêmement confiant dans ce secteur qui en plus obtient des résultats scientifiques, c'est pas mon domaine, mais des résultats scientifiques tout à fait étonnants. Il y a des toutes petites boîtes de 30-40 personnes qui font des prouesses actuellement en termes de soins, en termes de percées, en termes de rupture, comme il a été dit il y a un instant, en termes de rupture. Et là, l'innovation de rupture est encouragée à travers les JEI. Et nous proposons d'ailleurs de les encourager encore plus. Car pour pouvoir financer correctement les jeunes entreprises innovantes, il faudrait admettre qu'au lieu de 15 ans de vie, nous proposons à 18 ans, et au lieu de consacrer 15% de leurs dépenses en recherche-développement, nous passions à 25% de leurs dépenses en recherche-développement. Ce sont des entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires et qui pendant des années doivent vivre sans chiffre d'affaires. C'est donc pas tout à fait simple, il faut beaucoup de capital pour faire ça. Et il faut accepter que ce capital soit à risque. C'est du temps. C'est du temps. Et l'investisseur français se modifie petit à petit. Il devient cohérent avec l'idée de start-up. Il est beaucoup plus audacieux qu'il l'était jusqu'à présent. Peut-être une ou deux mesures que nous proposons. Outre de créer un statut de la jeune entreprise super innovante. Plus que plus. Oui, mais c'est bien, c'est moi qui avais créé au sein du gouvernement dont j'étais le membre, cette idée de jeune entreprise innovante. Et il faudrait que pour l'innovation vraiment en rupture scientifique et technologique, il faudrait pouvoir aller jusqu'à 18 ans, car on n'a pas de résultats souvent avant 13, 14, 15 ans. Et 18 ans, on a juste le temps un tout petit peu de respirer. Et puis, il faudrait aussi que l'épargne collective se dirige plus vers ce type de secteur. Alors, nous proposons par exemple qu'il y ait un compartiment en unité de compte à l'intérieur de l'assurance vie qui puisse aller vers, et que les FCPI puissent aller vers le capital plus risqué de l'entreprise très innovante, en rupture, et cela est nécessaire pour rivaliser avec les Américains, car je n'ai pas peur de dire que nous sommes capables, Européens et nous, Français au sein de l'Europe, de rivaliser avec l'innovation américaine dans ce domaine. On est même certainement, probablement, potentiellement les meilleurs, et cela assez vite, dans les 5 à 10 années qui viennent. On va voir beaucoup de choses se passer à notre avantage. La deuxième idée, c'est que on puisse mieux mobiliser ce qui se passe à la BPI et dans le secteur public, tout à fait remarquable, qu'il faut vraiment 1000 fois remercier, vers le secteur biotech. Car on a un petit peu l'impression qu'il y a de temps en temps quelques réticences à cet égard et qu'il faudrait pouvoir affirmer que là aussi, on s'engage. Bon, je suppose que la ministre qui est venue ici tout à l'heure a dû vous dire cela et qu'elle en est bien consciente. Il lui reste à convaincre mes amis de Bercy. C'était mon origine, alors je vais les citer positivement. Je sais qu'ils ont compris cela et qu'ils vont certainement le faire. C'est dans la loi Pacte, enfin, qu'un certain nombre de dispositions favorables à ce type d'investissement plus risqué figure et je m'en félicite. Très bien, merci beaucoup. Donc on a déjà des propositions pour aller un peu plus loin. On entend la question de l'assurance vie, de l'épargne salariale éventuellement, et donc que chacun puisse être finalement stimulé, motivé à participer. Alors Rosalie Maurice, vous êtes directement concernée par ces questions de financement, et notamment au moment où il faut donner le maximum de possibilités à ces jeunes sociétés innovantes d'aller le plus loin possible pour réussir. Et en particulier, est-ce que, comme le laissait, si j'ai bien compris, entendre Monsieur Pierret, il y aurait quelques frilosités ou réticences vis-à-vis des biotechnologies? Je n'ai pas dit frilosité, j'ai dit qu'on pourrait faire plus. Ah oui, bah voilà, c'est très différent. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? On peut toujours faire plus, je suis d'accord. Après, au sein de BPI France, on accompagne les entreprises un peu à tout leur niveau de croissance, que ce soit très amont comme les concours iLab qui a été cité précédemment. Et on essaye d'aller le plus loin possible avec jusqu'à des fonds large venture qui peuvent investir des gros tickets. Par exemple, ils ont fait Doctolib qui ont accompagné la levée de fonds de 60 millions d'euros. Il n'y a pas assez de fonds qui peuvent suivre effectivement les biotech sur toute la longueur. Ça, c'est évident et il faut qu'on ait plus de fonds en France, et il faut aussi qu'on attire des fonds étrangers pour pouvoir suivre et participer à ces tours de table assez importants.
Après, l'année dernière, pour donner un peu des chiffres, on a financé plus de 350 projets health tech, c'est-à-dire biotech, medtech, e-santé, avec 200 millions d'euros d'aide. Donc on a quand même beaucoup d'aides qui peuvent accompagner les entreprises de biotech. La répartition, pardon, les biotech par rapport, par exemple, à HealthTech ou les on n'a pas fait la répartition, c'est à peu près moitié-moitié. Biotech, medtech, ça dépend des années. Mais globalement, depuis 3-4 ans, c'est entre 200 et 250 millions d'euros d'aide. On a de plus en plus de projets basés sur du numérique. Comme on en a parlé ce matin avec l'intelligence artificielle, qui sont complètement en train d'émerger et qui va un peu aussi révolutionner les business models. Et je pense que ça va aussi changer la façon dont les entreprises vont se développer avec les levées de fonds où ils vont faire des essais cliniques in silico qui vont un peu, j'espère, raccourcir. En tout cas, il faut qu'il y ait des innovations sur ce développement qui aujourd'hui coûte très cher pour développer un médicament et un risque énorme. Après, effectivement, si ça marche, c'est assez avantageux et il faut qu'il y ait aussi des belles sorties. Mais on accompagne ce secteur de la biotech et on est bien conscient que aujourd'hui c'est vraiment un des secteurs vraiment accompagnés par BPI France et qui a un potentiel énorme de développement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, on peut toujours faire mieux. Pour faire quelques détails sur, par exemple, l'Europe nous bloque un peu sur tout ce qui est statut entreprise en difficulté, j'en reparlais ce matin, et on essaye justement d'avancer pour... là, ça bloque le développement des financements des biotech, start-up, et là, on travaille dessus, on est en train d'essayer d'assouplir ce statut, mais c'est compliqué. Ça se joue au niveau de l'Europe. Concrètement, ce statut, on peut en dire un mot ? C'est-à-dire que l'Europe ne permet pas d'accompagner des entreprises quand le cumul des pertes est inférieur à 2 fois les capitaux. D'accord. Donc c'est très financier. D'accord. Donc ça fait partie du business model des startups biotech qui cumulent des pertes parce qu'elles ne développent pas de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que dans d'autres secteurs, ça pourrait dire que les entreprises sont en difficulté, ce qui n'est pas vrai dans les entreprises de la biotech, mais c'est aussi pas vrai dans d'autres secteurs sur lesquels finalement il y a beaucoup de gens qui essayent de faire évoluer ce statut. D'accord, alors on parle effectivement des premiers financements, de peut-être une culture française au niveau de l'investissement, certaines limites, ce que vous faites comme effort. Et puis, il y a cette question de la sortie, vous avez cité ce mot, la sortie peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une start-up? Est-ce qu'on la conserve? Est-ce qu'on la vend? Si on peut la vendre, est-ce qu'on peut en faire peut-être un fleuron, ce que certains appellent les ETI et les licornes. Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Christian Lajoux, parce que vous êtes évidemment le président de Medicène, mais vous... les grandes entreprises, vous connaissez. On peut bien sûr rappeler que vous avez été président de Sanofi France et Europe et une quarantaine d'années de carrière dans l'industrie. Vous, aujourd'hui, pardon de dire des chiffres qui peuvent parfois... Mais vous avez l'air tellement jeune. On peut quand même se poser la question de ces fameuses entreprises qui ont du mal, tellement de mal en France, à pousser à devenir des champions. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reprendre à travers les deux interventions précédentes. D'abord, beaucoup de choses ont bougé, énormément, puisque je me tourne vers Christian Pierret, on s'est déjà croisé dans le passé. Le paysage aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ans, ce qu'il était il y a 10 ans et ce qu'il était il y a 20 ans. La question des startups n'est plus une question. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, la question fondamentale, c'était il faut générer, il faut créer des startups, il faut inviter nos chercheurs, il faut inviter nos académiques à devenir des entrepreneurs. On a réussi, j'allais dire, presque à 100%, puisque aujourd'hui on constate que les startups et les TPE, pour 85% d'entre elles, ce sont les chiffres du ministère des Finances, sont issus du milieu académique. Et ça, c'est le booster, c'est le point fort de notre pays qui nous positionne vraisemblablement parmi le top mondial, c'est la qualité, l'excellence de notre recherche dans les sciences du vivant et notre excellence clinique, malgré tout ce que l'on peut dire sur le système de soins, malgré tout ce que l'on peut dire sur le système hospitalier, il y a là 2 fondamentaux qui positionnent notre pays pour l'émergence des startups et des TPE parmi effectivement un des pays les plus attractifs au niveau mondial. L'autre question, c'est le thème en fait du débat, c'est la croissance, c'est la durée, c'est le temps. Et le temps est au cœur de nos préoccupations. Les cycles dans le domaine des sciences du vivant sont des cycles longs. Et la question aujourd'hui, par rapport à l'émergence des TPE et par rapport à l'émergence des startups, combien de TI à la sortie? Et effectivement, nous souffrons encore
Hein, voilà, nous souffrons encore, c'est pour ça que je dis le encore, mais j'espère que... Il faut souligner aussi le boulot qu'a fait la BPI depuis... donc je crois qu'il faut dire que la BPI a changé la donne, a changé le paysage, mais nous souffrons encore de la durabilité de la croissance des entreprises. Vous avez, Christian Pierret, vous avez cité l'exemple des États-Unis, l'exemple de l'Allemagne. Nos voisins allemands, quand ils créent une entreprise, s'inscrivent dans la durée. Donc il y a toutes les questions de financement qui ont été évoquées, il y a tous les freins qui ont été évoqués, il y a également les atouts que l'on a vus, mais je voudrais également en appeler pour essayer de dire quelque chose de différent, qui n'est pas nécessairement contradictoire avec les deux personnes qui sont autour de moi. Nous souffrons également nous souffrons. Il faut considérer la vision stratégique, finalement, des entrepreneurs, pour l'essentiel issus du milieu académique. Et entre un projet académique, un projet solide sur le plan scientifique, sur le plan clinique, et sa transformation en process industriel, il y a de la distance. C'est ce à quoi s'évertue d'aider un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur le marché, France Biotech, la BPI, mais également Medicène. Je voudrais rappeler que Medicène, c'est 500 membres avec une gouvernance assez particulière qui a au sein de sa gouvernance à la fois le monde académique, le monde hospitalier, le monde de la santé, les politiques, les entreprises. Aujourd'hui, 350 PME et les grandes entreprises. Donc la question stratégique pour un chercheur qui a une idée remarquable, avec une équipe la plupart du temps, qui crée son entreprise, qui grandit, qui fait appel à des financements. Je crois que je vais choquer personne si je dis que les premiers financements, avec un bon projet, on les trouve assez hein, quand on est dans l'unité de millions, ça va, on trouve les financements. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient encore la question, vous pouvez sans problème. Le early stage est très bien financé. Le early stage, c'est vrai. Voilà. C'est connu. Et puis je veux pas passer sous silence le parcours du combattant auquel sont confrontés les entrepreneurs qui montent les structures. Mais les entrepreneurs, et vous le dites à l'instant, ce ne sont pas forcément les scientifiques eux-mêmes. Est-on un bon entrepreneur quand on est un bon chercheur? On peut l'être, rien n'empêche de l'être, mais il faut qu'à un moment donné, la clairvoyance ou la lucidité amène l'entrepreneur-chercheur à faire un choix. C'est moi et mon équipe qui continuons à manager, à conduire le projet de l'entreprise, ou au contraire, je continue à développer le concept scientifique, le positionnement scientifique et clinique de mon projet, et je passe la main peut-être à quelqu'un qui est davantage dans une démarche d'entreprise. Un businessman, vous diriez? Un businessman? Je ne sais pas ce que c'est un businessman aujourd'hui, hein, mais il y a vraisemblablement à réfléchir sur la façon dont on conduit un projet, entre sa dimension scientifique, sa dimension clinique, son positionnement international, parce qu'aujourd'hui dans la santé, rien ne passe en dehors de l'international, et la construction d'une entreprise. Ce sont quand même des choses assez différentes. Il s'avère que par ailleurs, je suis président des comités Carnot, qui sont aussi un des leviers qui a énormément servi à développer la coopération entre le monde académique et le monde des entreprises. Et là, on est au cœur du monde de la recherche. On sent, malgré les progrès, qu'il y a encore des difficultés, et quelquefois la difficulté de passer la main à un entrepreneur. Voilà. La question que je voulais poser, le point sur lequel je voulais revenir, et je termine là-dessus, c'est quelle est la vision stratégique d'une entreprise à un moment donné, y compris dans sa relation avec l'investisseur. Est-ce que j'ai mis 5 millions dans la boîte, 10 millions dans la boîte, ou 1 million, ou 2 millions, et dès l'instant où j'ai une proposition à court terme de 10 millions, je prends, parce que je fais mon payback, parce que je fais mon retour sur investissement. Donc un retour sur investissement trop rapide peut-être, c'est ça la question qui peut être trop rapide. Et il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ma position, parce que je respecte trop les entrepreneurs et ceux qui conduisent ce type d'opération pour ne pas juger. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire le constat qu'il y a des retours sur le court terme ou sur le moyen terme qui aujourd'hui amènent un certain nombre d'entrepreneurs avec des projets extrêmement prometteurs au niveau international. D'ailleurs, on les voit après, ensuite, transformés dans avec des grandes maisons ou dans d'autres pays en énormes projets, alors que ces projets sont nés dans notre... Ils devraient faire des ETI en France. Et ils pourraient faire des ETI en France. Là, je pense que c'est une question qui a une dimension culturelle aussi, à un moment donné, et il faut vraisemblablement... D'abord,
alerter, je crois qu'on fait un constat commun par rapport à ce point-là, et puis se dire à un moment donné, attention, les investissements et les retours sur investissement sur le court terme, c'est aussi le facteur de désindustrialisation du pays. Hein, c'est-à-dire... Alors, Rosalie Maury, juste à ce sujet, justement, puisque c'est un moment crucial, bascule, on se pose la question finalement de l'accompagnement et de qui porte un projet, sa vision stratégique, sa capacité à peut-être, au-delà des financements, en tout cas des premiers qui peuvent être au rendez-vous, d'aller sur le long terme. En France, on a très peu de licornes, hein, c'est qui dépassent $1 milliard de chiffre d'affaires. On peut citer Selectis, DBV, on en a dans nos domaines hein, de biotechnologie, on n'en a pas beaucoup plus. Est-ce que vous diriez, vous aussi, au niveau de la BPI, qu'on ressent ce frein, ces difficultés à transformer un projet en projet industriel pour le tissu industriel français? Oui, c'est vrai, c'est un constat que tout le monde a. D'ailleurs, nous, au niveau de BPI, on a beaucoup de financement, mais on se dit que ce n'est pas suffisant pour accompagner les entrepreneurs. Et c'est ce que vous disiez en disant que c'est vraiment le parcours du combattant. Et on développe des accélérateurs et on finance des accélérateurs et aussi, finalement, ce que fait aussi Génopôle, l'accompagnement et l'incubation d'entreprises pour les aider, accompagner les entrepreneurs. Parce que c'est compliqué de trouver l'argent, c'est compliqué de trouver la bonne stratégie, d'aller aux États-Unis, de pouvoir avoir des partages entre pairs, d'avoir des mentors, de bien comprendre les différentes problématiques de ce secteur qui est long. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accompagnement et on a monté un accélérateur pour pouvoir vraiment aider les entreprises à se développer plus vite et éventuellement passer la marge de ETI où il n'y en a pas tant que ça en France, mais par exemple pour en citer quelques-unes, on a accompagné Neovax qui va intégrer la bioproduction en interne, qui permettrait, qui n'est pas encore ETI, mais qui a quand même un atout pour pouvoir, demain, si leur phase clinique marche bien, parce qu'il y a toujours des risques, arriver à une entreprise taille intermédiaire. Il y a des entreprises aussi comme Medday qui ont été créées il n'y a pas si longtemps, mais qui sont devenues ETI par finalement leur chiffre d'affaires grâce à leur ATU. Et il faut aussi, et là c'est le rôle de BPI France par leur financement, d'accompagner les entreprises finalement à faire de la consolidation. Et là, c'est un mouvement très fort de BPI France de vraiment accompagner cette consolidation entre entreprises françaises. On a pu accompagner il y a quelques années Vivalis et Intercept pour fusionner et devenir un peu plus gros. On accompagne toutes ces consolidations et il n'y en a pas beaucoup en France et il n'y a pas assez. Et je pense que c'est vraiment un problème culturel qui est en train d'évoluer, qu'il faut aussi accompagner pour pouvoir vraiment développer des ETI en France. Et ce que je voulais dire aussi sur l'aspect culturel, on arrive, c'est les 20 ans du Génopôle, mais finalement c'est les 20 ans des startups en France, puisque les premières entreprises comme DBV ou Selectis ont été créées autour de 2000, 99 et 2002. Avec les incubateurs justement Allègre. Avec les incubateurs Allègre. Et là, on arrive à un moment où finalement, on a une deuxième série d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont créé, pour citer Ipsogène, qui a été racheté par Qiagen, qui sont en train de monter à l'IODX. Donc, ces entrepreneurs qui aussi gagnent en compétences, parce qu'il faut aussi des compétences pour rejoindre les différentes startups, où il peut y avoir le chercheur qui monte son entreprise, mais qui a besoin d'être accompagné par différentes personnes, businessmen comme vous dites, mais de façon plus large, sur des levées de fonds, sur l'aspect stratégie, l'aspect communication, l'aspect business développement. Et là, on arrive finalement, pas une maturité, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on arrive quand même à avoir un secteur qui est un peu plus mature. En tout cas, c'est sûr qu'il y a 20 ans, c'est clair. Quand on voit qu'aux États-Unis, la première entreprise de biotech, enfin une des premières qui a un succès aujourd'hui, Genentech, a été créée en 1976, ils ont 20 ans, plus de 20 ans d'avance par rapport à nous. Donc il y a un gap, et ce qui explique aussi le gap des investisseurs aussi. Il y a eu des aventures françaises comme Genset, par exemple, qui n'ont pas forcément eu le même destin que Genentech. Christian Piret, est-ce que vous êtes d'accord sur ce problème de culture, de manque d'accompagnement peut-être au niveau, notamment économique, stratégique, pour ces projets? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes deux voisins. Je pense qu'on peut aussi résoudre jour après jour des difficultés par quelques petites mesures simples. Par exemple, on rencontre des difficultés dans le remboursement du crédit impôt recherche. On a des entreprises qui ne peuvent fonctionner, étant donné leur cash burn mensuel, qu'avec un versement plus rapide du crédit impôt recherche. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, y compris d'ailleurs Bercy, mais on a du mal
à le mobiliser s'il n'est pas versé, à le préfinancer, etc. Donc ça, c'est une difficulté très concrète. On pourrait améliorer facilement la vie des entrepreneurs sur ce point. On a aussi un problème dont le Premier ministre a parlé d'ailleurs, et je crois qu'il a eu raison de le faire en ces termes. On a aussi parlé de la nécessité de rendre les autorisations d'essais cliniques plus rapides. Vous venez d'évoquer à l'instant les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. C'est un vrai problème en France. Et l'essai clinique en France coûte trop cher, il est très cher. L'autorisation est trop longue, et donc, hélas, on les fait en Belgique, en Allemagne, dans d'autres pays. Donc il faut ramener tout ça en France, parce que d'abord ça rapporte aux hôpitaux, c'est pas négligeable, et en plus, ça serait vraiment, on pourrait faire un compound français de la recherche, de l'innovation, et dans notre domaine de l'innovation de rupture. Et puis on a quelques autres petits aménagements à faire qui sont simples. On a aussi, vous évoquiez tout à l'heure en commençant, peut-être des trouvailles. Par exemple, nous avons proposé qu'on puisse utiliser l'épargne salariale, c'est-à-dire l'abondement que fait l'entreprise lorsqu'elle délègue 100 à un de ses salariés. L'entreprise peut ajouter 100 ou ajouter 200. On pourrait imaginer qu'une de ces parties aille systématiquement aux start-up. Donc flécher l'épargne salariale. Flécher l'épargne salariale vers les entreprises, ce qui ne retirerait rien au salarié qui reçoit l'épargne, mais ce qui pourrait, sur décision de l'entreprise, après accord des partenaires sociaux de l'entreprise, aller vers l'innovation et ainsi intéresser la société industrielle française à son propre avancée, à sa propre innovation. Je crois que tout ça sont justement, la culture serait un peu modifiée par ce genre d'attitude. Donc, des petits réglages portant sur la fiscalité. On aime bien en France investir quand on est fiscalement exonéré. Hein. Voilà. C'est ça d'ailleurs aussi qui nous bloque un peu. C'est-à-dire il faut des avantages fiscaux pour qu'on investisse dans l'industrie. Bon, alors c'est comme ça. On est né comme ça. Et il faut savoir qu'il faut faire avec, mais on pourrait peut-être donner un peu plus de dynamique vers le risque dans ce domaine. Voilà, des toutes petites choses de tous les jours nous permettraient d'avancer beaucoup dans un secteur concrètes. Qui, encore une fois, le secteur français est en train de rattraper son retard sur les autres, et s'il y avait vraiment un point d'optimisme en France aujourd'hui sur la Startup Nation, c'est bien là qu'il se trouve. Et c'est bien là qu'on va faire des avancées dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, tout à fait décisives au plan mondial. J'ajoute d'ailleurs que, vous aviez raison il y a un instant, madame, de dire qu'il faut qu'il y ait plus d'investisseurs internationaux qui s'intéressent aux entreprises françaises. Pour l'instant, on est à peu près à 25% dans les startups dont nous occupons qui ont du capital étranger. Il y a des partenariats avec des grandes entreprises françaises et internationales, donc des très grosses pharma françaises ou internationales qui se sont nouées. Ils sont le débouché naturel de la start-up. Et ces partenariats sont très productifs pour les entreprises françaises, y compris les ETI déjà installées et les très grosses entreprises. Et enfin, des partenariats avec la Chine se sont ouverts et sont eux aussi extrêmement fructueux potentiellement dans les toutes prochaines années. Merci. Alors, avant de continuer, puisque c'est une table ronde et un débat, bien évidemment, je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Oui, alors, on va vous apporter un micro. Je ne sais pas si nos amis hôtes et hôtesses sont là. Je ne crois pas. Alors, écoutez, apparemment, il n'y a personne. Désolé. Est-ce que vous voulez éventuellement parler fort? Futurologue? D'accord, très bien. Non, bah, pas du tout. Moi qui ai écrit avec Joël de René, j'aime la futurologie. Voilà. Très bien. Alors, passage à l'échelon... Pardon? Oui, pardon. J'allais le faire. J'étais en train
d'amorcer la redite de la question. Donc, au niveau européen, est-ce que ce qui est en train de se produire aujourd'hui et les réflexions au niveau national contribuent à renforcer ou même tisser un tissu industriel plus européen dans les domaines de biotechnologie? Deux remarques, je ne sais pas si je réponds exactement à la question de cette dame. D'abord, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, il n'y a plus rien de régional ni de national. On est systématiquement d'entrée de jeu dans le champ européen à minima et international. Et on a la chance, je le répète, d'avoir de la recherche fondamentale, de la recherche clinique de premier plan par rapport à ça. Le monde entier nous l'envie. Deuxième point, quand on parle des entreprises et quand on parle des startups, il faut aujourd'hui qu'on s'oblige à segmenter. Le statut d'une start-up n'est pas le statut d'une TPE, n'est pas le statut d'une PME. Et il faut qu'on s'évertue à comprendre les enjeux, les challenges des entreprises dans chacune de leurs phases de croissance. On peut très bien choisir de devenir une start-up et puis peut-être une TPE, et puis de se vendre rapidement, enfin, ou de se faire racheter rapidement. On peut aussi, de même qu'on parle de la preuve du concept aujourd'hui sur le plan de la preuve de concept sur le plan clinique et sur le plan scientifique, on peut aussi s'interroger sur une preuve de concept qui serait un élément ou un gage de durabilité d'une entreprise dans le temps, précisément, et quels sont les choix stratégiques qui seront faits par rapport à une croissance qui nous amènera à un statut de PME, de grosse PME, et même le champ supplémentaire, la démarche supplémentaire, qu'est-ce que je fais pour devenir une ETI? Il y a une vingtaine d'années, la question fondamentale, c'était la question des startups. La question fondamentale aujourd'hui pour notre pays, et c'est une question de souveraineté nationale dans le domaine de la santé, dans le domaine des technologies de santé, des technothérapies, qui est un mot que nous aimons bien au sein de Medicine. Technothérapie. Technothérapie, aujourd'hui, en plus des biothérapies qui participent au progrès de la santé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on fait pour avoir un tissu de TI, de PMI, qui nous permettent d'être compétitifs et de maintenir la souveraineté nationale. Autre question, merci pour cette réponse synthétique. Oui, alors attendez, on va vous apporter un micro. Alors attendez, je vois que, pardon, ce sera pour la prochaine, on a été plus rapide là-haut, je vous en prie. On vous voit moins. Pardon pour ceux qui lèveraient le bras un peu loin, les projecteurs sont assez aveuglants, mais allez-y. Oui, bonjour, une question un petit peu générale. Alors comme vous devez vous en douter, en tant que jeune scientifique, on a assez peu de formation et d'informations sur le monde de l'entreprise. Et on se trouve un petit peu perdu pour ceux qui veulent monter leur projet ou leur start-up. Donc quels conseils pourriez-vous nous donner ? Ah, on a 2 heures ou non? On a malheureusement que 2 minutes. Un conseil, rejoignez Medicine. Rejoignez Medicine, premier conseil. L'adhésion est à moins de 400 €. Ah bah oui. Rejoignez Medicine. Et on a une garantie de réussite. Vous faites signer un contrat, vous dites vous aurez votre start-up. Non, il n'y a pas de garantie de réussite parce que ce ne serait pas dans l'esprit d'entreprise. D'accord. Mais en tout cas, c'est un lieu. Rejoignez Medicine, rejoignez Génopole, parce que voilà, Génopole, bien sûr. Je voudrais pas non plus. Et puis je veux aussi saluer effectivement parce que je l'ai pas fait les 20 ans de Génopole et la proximité de Medicine et de Génopole. Pierre Tambourin, pardonnez-moi, je fais une incise, mais Pierre Tambourin quand même qui depuis le début est à l'origine à la fois de Génopole, mais aussi de Medicine. Et aujourd'hui, je me félicite d'avoir au sein de Medicine comme vice-président du monde académique Medicine, le directeur général de Génopole. Donc je veux saluer la proximité qui nous lie avec Medicine. Et donc vous avez la réponse, monsieur, à votre question. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher pour discuter, voilà. c'est clair. Et pour répondre à ce que vous dites, non, ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est un terreau. C'est un écosystème, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage qui accroît les possibilités. Donc si vous présentez un projet, vous avez un projet, vous voulez le valoriser et en faire, pourquoi pas, une transformation industrielle ou une mise sur le marché, on vient l'exposer, le présenter, et là c'est le début de l'histoire qui commence. Et on ne fera rien, ne fera rien sans la BPI, parce que ça je veux le saluer. Vous viendrez toujours nous voir. Et on est extrêmement attentif à toutes les analyses que fait France Biotech, parce que la difficulté aujourd'hui dans notre, pardonnez-moi de revenir là-dessus, la difficulté dans notre pays, c'est les concurrences.
les concurrences que nous créons nous-mêmes, quelquefois, dans les leviers que nous mettons à la disposition des start-upers ou des petites entreprises pour développer leurs entreprises. L'important, le maître mot, c'est les ETI et le maillage. Les ETI et la création de synergie entre les différents acteurs, les différents leviers, les différents endroits où on peut essayer de développer les entreprises plutôt que les concurrences. Donc dans ce fameux millefeuille, c'est la complémentarité et pas la compétition, n'est-ce pas? Oui, oui, ça c'est sûr, il faut que tout le monde travaille ensemble. Nous, on travaille avec Médicène, on fait les panoramas avec France Biotech, on accompagne les entreprises de Génopole, on est impliqué aussi dans l'écosystème. Pour répondre à la question, ce qui est important, c'est qu'il faut être intégré dans l'écosystème, ça c'est clair, c'est important, via Médicène, via des incubateurs. Les incubateurs sont là aussi pour vous aider. Il faut aussi aller voir les structures de valorisation qui sont là pour vous aider à valoriser votre idée, à valoriser, déposer un brevet ou valoriser le brevet. Je pense que les SAT, il y a eu un gros travail qui a été mis en place avec la mise en place des SAT, il faut aller les voir. Comme la SAT Île-de-France, par exemple. Île-de-France Innove, il y en a beaucoup. Et puis, tout ce qui est quand même... Madame Vidal parlait rapidement de tout ce qui était projet Deep Tech, avec une annonce demain matin, j'attends de voir ce qui va être dit, mais en tout cas, l'État met en place beaucoup d'initiatives sur des projets Deep Tech. Alors, des projets Deep Tech, c'est surtout des projets issus de laboratoires avec une barrière à l'entrée souvent technologique finalement et avec un développement long du produit. Donc, il va y avoir beaucoup de projets de santé et de biotech dans des projets Deep Tech. Je pense que c'est une grosse opportunité pour le secteur. Et l'année prochaine, BPI France et finalement, je pense que pas mal d'écosystèmes vont accompagner ces entreprises dites Deep Tech. Merci beaucoup. Et un mot alors, Christian Pierret. Un mot très court. Nous faisons le panorama des biotech et je conseillerais à monsieur qui vient de poser la question de regarder ces deux petites études, dont une du BCG, du Boston Consulting Group, qui est très, très précise sur les espoirs d'abord et puis les quelques problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure que nous pouvons surmonter. J'ajoute qu'en termes de complémentarité dont vient de parler ma voisine, il y a aussi la Banque européenne d'investissement qui a créé il y a 2 ans un compartiment particulier dédié aux biotechnologies au sens large, au health tech plus exactement, et qui est très active et qui vient en complément de ce que fait la BPI. Donc il y a un éventail très complet qui permet aux jeunes entrepreneurs en puissance qui s'est exprimé tout à l'heure de s'y retrouver et d'aller de l'avant. Et vous pouvez poursuivre cette discussion avec nos amis pendant la pause networking, qui porte bien son nom, tout à l'heure, dans peu de temps maintenant, dans quelques minutes. Autre question ? Oui, alors on va vous apporter le micro. Puis après, oui, j'ai vu des bras se lever là-bas. Après, c'est à vous. Merci. Oui, nos 3 intervenants sont visiblement porteurs du gène de l'enthousiasme. De l'optimisme. Et c'est très bien, mais il faut peut-être regarder les faits de façon un peu plus rigoureuse. Il y a en ce moment aux États-Unis un cas qui est extrêmement intéressant, c'est la société Moderna, que vous connaissez probablement, qui s'introduit sur le Nasdaq dans les jours qui viennent, qui espère lever 500 millions de dollars. Ça va être le record historique. Cette société qui est active dans les micro-RNA, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr, a déjà en banque pratiquement 2 milliards de dollars qui ont été récupérés d'une part auprès des venture capitalistes américains et ensuite auprès des industriels. Alors, Monsieur Pierret, vous disiez tout à l'heure qu'on n'est pas loin des États-Unis. Le rapport entre la France et les États-Unis, il n'est pas de 1 à 2, il est de 1 à 10. En France, quand on lève 100 millions d'euros, on est content. Aux États-Unis, on lève 1 milliard d'euros maintenant. Donc, comment moi, je suis journaliste spécialisé dans la santé depuis très longtemps. Et ça fait 20 ans que j'entends dire qu'on est sur le point de rattraper les États-Unis, mais les faits montrent que non. Les faits montrent que... de l'Europe. Oui, les faits montrent qu'on n'a pas les capacités financières pour lever des montants considérables qui sont maintenant la règle du jeu dans le domaine de la santé, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et donc, comment on va faire pour financer des entreprises qui ont besoin, non pas de 20 ou 30 millions d'euros, mais qui ont besoin de 200, 300, 500 millions d'euros? Merci. C'est pas la même économie non plus, hein, merci, mais c'est pas tout à fait les mêmes rapports. Mais peut-on le faire ? Aujourd'hui, pour une entreprise française, c'est clairement difficile de lever plus de 100 millions d'euros en France. C'est pour ça que DBV et Selectis sont partis se coter sur les Nasdaq. Et j'imagine que les autres entreprises françaises qui vont vouloir se coter
qui vont vouloir lever autant vont aller au Nasdaq, ça c'est clair. On a beau travailler aussi avec France Biotech et Euronext pour voir comment avoir un secteur un peu plus actif et dynamique et pouvoir lever plus d'argent. C'est vrai que c'est compliqué on a beau faire des levées de fonds de plus en plus importantes, vous disiez la moyenne c'est 7 millions, on a quand même des entreprises comme Eligo qui a levé 22 millions en série A, Vivette qui a levé 27, Dynacure qui a levé 42 millions d'euros en série A. C'est vrai qu'on a des entreprises qui lèvent plus qu'avant. En même temps, aux États-Unis, ils sont aussi en train de lever plus. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les rattraper. Je pense qu'il y a quand même une marge c'est un fossé. Après, comment voir pour attirer des investisseurs en France et avoir une place comme Euronext qui est plus dynamique et qui peut accompagner des levées de fonds aussi importantes. D'accord. Par rapport aux États-Unis, en effet, on a un problème de hauteur, d'échelle, oui. Où leur moyenne, eux, c'est 85 millions. Pour nos 7, c'est 85. C'est en effet 11 fois. Mais on a aussi une petite difficulté, c'est qu'on va trop tôt par rapport aux autres à l'introduction en bourse. Et on est beaucoup plus précoce sur l'introduction en bourse d'une bourse qui marche très très bien d'ailleurs, qui s'appelle Euronext, qui est très dynamique. Heureusement qu'elle a été créée, c'est la réponse européenne, une partie de la réponse européenne à la question tout à l'heure. Mais on y va très tôt parce qu'on ne trouve pas ailleurs des sources des investisseurs. Parce qu'il manque d'investissement de transition. C'est la fameuse vallée de la mort. Cette modification culturelle dont nous avons parlé tous les trois est en voie de se faire. Et notre optimisme, c'est qu'elle avance vite. Et si nous rivalisons avec les États-Unis, c'est évidemment la totalité des pays européens, dont les 4 premiers, Grande-Bretagne, 2 Allemagne, 3 Suisse, 4 France, sont vraiment AL4, ces 4 pays sont des sources de dynamisme et de comparaison avec les États-Unis. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est continuer dans ce sens. Et la maturation en ETI, qui est la vraie difficulté des difficultés, c'est là où effectivement, là, on est très dépassé. Problème d'échelle, voilà. C'est vrai que les chiffres qui ont été donnés sont impressionnants, mais je pense qu'il faut qu'on ait la capacité à regarder où est l'enjeu, où est le défi qui se pose à nous. Le défi, ce sont les ETI. Et dès l'instant où nous aurons atteint la taille d'une ETI, les questions des investissements tels que tu les as rappelés, là, se poseront effectivement aux ETI. Et je pense qu'on est dans un écosystème, parce que c'est quand même ce dont il faut parler, où le milieu des investisseurs, des banques d'affaires, l'ensemble du milieu s'adapte à un moment donné. C'est vrai qu'il y a des frilosités d'investisseurs chez nous. Je ne parle pas de la BPI. C'est vrai. Il n'y a pas assez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de gros investisseurs. Nous le voyons aujourd'hui au sein de Medicène. Nous sommes contactés par des investisseurs américains, ou chinois, oui, qui savent qu'il y a effectivement sur le territoire, un gros potentiel, sur le territoire francilien, des pépites, enfin des pépites, des futurs licornes, et qui nous demandent où investir, à qui investir. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Mais s'ils pouvaient investir en France sans être obligés. Alors après, c'est ça la question. Alors après, peuvent-ils investir en France? Alors après, la grande difficulté, c'est il faut pour partie, voyez-vous, je ne veux pas choquer l'ancien ministre de l'Industrie que vous êtes, mais il faut pour partie au moins investir en France. On ne peut pas non plus dire exclusivement investir en France. Mais aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une tendance où beaucoup d'investissements se font dans d'autres pays et insuffisamment en France. On est en train de perdre une partie, et j'insiste là-dessus, et ceux qui me connaissent savent que pour moi c'est un point extrêmement important. Récurrent. Nous sommes en train de perdre notre souveraineté nationale dans les industries des sciences du vivant. Et l'enjeu est le même que pour l'énergie, l'enjeu est le même que pour le transport. Il est donc important que nous réinvestissions dans l'industrialisation. Je crois que vous le disiez, monsieur. Je suis désolé, le temps court. Le temps court, il faut faire. Simplement signaler qu'il y a des partenariats infra-européens. J'ai d'expérience personnelle de partenariat avec l'Allemagne. Des biotech, health tech allemandes et françaises peuvent s'unir, peuvent trouver les moyens de coopérer pour aller de l'avant. Soit que l'une rachète l'autre ou qu'elle coopère sur d'autres moyens. Mais enfin, on n'est pas tout seul et évidemment, là aussi, se pose la question d'avancer fortement en termes européens. Alors, on est désolé, on est pris par le temps, mais on va quand même prendre encore une question. On déborde un tout petit peu, c'est un débat passionnant, oui.
Alors, Monsieur le Président Lajoux l'a justement mentionné, il posait la question, mais il y répondait en même temps, donc je n'ai plus à poser la deuxième question. Alors, si vous n'avez pas de questions, je veux bien que vous passiez le micro derrière vous, parce que quelqu'un a une question à poser. Voilà. Merci beaucoup. Alors, allons-y. Oui, j'ai une double casquette de génétique humaine et aussi de biologie végétale. Et je voulais faire une remarque. Autant je suis ravi de votre optimisme, mais je peux vous dire qu'en biologie végétale, c'est dramatique. Vous savez que dans les agences qui s'occupent de ça, le mot génétique et biotechnologie sont interdites, ils sont absentes de l'ordre. Et ce qui est plus grave encore, ça se trouve aussi au niveau de l'Europe. L'Europe interdit l'utilisation dans le domaine de l'agriculture du système CRISPR. C'est interdit. Donc il y a une opposition absolue entre le monde médical et le monde végétal, alors qu'ils sont liés. Ce sont les mêmes techniques, ce sont les mêmes personnes que nous formons à l'université. Et c'est une situation dramatique. C'est Marc qui s'est exprimé, c'est toi, Marc Felous. Marc Felous, bien, voilà. Eh bien, nous avons effectivement un des très grands scientifiques qui connaît son sujet, qui a contribué à la connaissance en France de la génétique, notamment végétale. Donc, effectivement, une question cruciale. On ne peut malheureusement que constater ce que vous dites. Et je dirais qu'on a également beaucoup de difficultés dans notre pays aujourd'hui à faire la synthèse health is one, c'est-à-dire la santé est une, entre la santé humaine et la santé animale. Hein, ce n'est pas exactement dans les mêmes proportions que vous évoquez. Mais je crois que ça a été signalé par plusieurs orateurs oui, tout à fait. Au début de cette journée, les rencontres, les difficultés d'interprétation sur le plan éthique ou sur le plan réglementaire d'un certain nombre de recherches. On pourra peut-être en parler avec Jean-François Delfrécy. On le rappelle encore une fois, c'est un moment très important et vous aurez le temps aussi, j'espère, enfin on le prendra, qui est le actuel président du Comité consultatif national d'éthique. Merci infiniment pour votre participation, donc Christian Lajoux, Rosalie Maurice, Christian Pierret, pour cette table ronde.